Salut, ici la pile AAA AK Aldo, RMGT Chimie Passe. Aurélien, RMEB Chimie Passe. et Aurélie RMLAS. Aujourd'hui, on vous présente une vidéo sur les effets électroniques. Donc, tout d'abord, la mésomérie et la conjugaison. Moi, je vais vous parler du lien entre l'effet inductif et l'acidité dans une molécule. Et enfin, on verra tout ce qui est aromaticité et cycle aromatique. Ok, bah là, du coup, on va parler de mésomérie et de conjugaison. Donc, on a 4 motifs, si vous voulez, pour la mésomérie. Donc, soit c'est pi sigma pp, ça veut dire doublé non liant, soit pi sigma pi, donc pi double liaison, sigma c'est la liaison simple, ou pi sigma lacune, ou pi sigma électron libre, mais celle-là, en vrai, on s'en fout un peu. Enfin, je vous la mets entre parenthèses, on va pas vraiment s'en servir. Donc, maintenant qu'on est au clair sur les motifs, ben on va délocaliser les électrons sur nos deux molécules ici, donc faire leur forme mésomère. Si je vous note, en gros, donc là on a une pi, une sigma et là une pi. Donc quand on délocalise ces électrons, ça nous fait ce qui nous donne la forme suivante, avec l'apparition d'une charge plus ici et une charge moins là. En gros là il y a un double non liant si vous voulez. Ok, maintenant on passe à la molécule de droite. Donc on reconnaît les fameux motifs de conjugaison. Donc on délocalise comme ça, donc du P vers la sigma, puis de la pi vers la sigma, de nouveau là, et ensuite la P pure du coup de la pi qui va aller vers le haut. Pourquoi on délocalise pas ça et on délocalise plutôt les électrons du coup de la pi? Parce que l'azote, il est hybridé sp2, donc il n'a qu'une seule orbitale P pure, et son orbitale P pure, elle va être engagée justement dans cette fameuse liaison pi. Donc ce double non-là, il ne va pas être P pure, il ne va pas être impliqué dans la délocalisation. Ce qui fait qu'on obtient la forme mésomère suivante, avec une charge plus qui apparaît au niveau du mésomère donneur, donc le haut là, et une charge moins qui apparaît au niveau du mésomère accepteur, donc le haut d'en dessous. Ok, du coup, deuxième exercice, on va parler de l'effet inductif et de son lien avec l'acidité. Donc, petit rappel, qu'est-ce que c'est l'effet inductif? C'est un effet de polarisation des liaisons sigma. On sait qu'une liaison sigma, c'est une liaison simple entre deux atomes, et la polarisation, c'est lorsqu'on a deux atomes qui ont des différences d'électronégativité et que l'un va tirer sur la liaison plus fort que l'autre. Par exemple, si j'invoque un ami, Aurélie, et que on joue à qui tire le plus fort. Moi, je vais tirer et Aurélie, elle tire plus fort que moi. Du coup, je vais perdre mes électrons virtuellement, ils vont se déplacer un peu plus vers Aurélie que vers moi. Concrètement, je vais porter une charge partielle delta plus et Aurélie une charge partielle delta moins parce qu'elle aura ramené dans son environnement proche mes électrons à moi. Vous avez quelques règles, quelques propriétés à apprendre sur l'effet inductif, notamment c'est un effet qui s'additionne. C'est-à-dire que si un même atome est inductif attracteur, c'est-à-dire qu'il attire les électrons de ses voisins et qu'il a deux voisins dont il peut attirer les électrons, il portera deux charges partielles delta moins. L'effet inductif s'atténue au bout de 3 liaisons sigma. Donc notamment si vous avez un atome électroattracteur, donc électronégatif, qui est situé très loin d'un autre, l'effet inductif sera complètement atténué, il n'agira pas sur cet atome. Maintenant que ce rappel de cours est fait, on va pouvoir passer à un petit exercice. On nous demande ici de classer ces 3 molécules par rapport à leur acidité. Là, on peut se dire, mais quel est le lien avec l'acide base? Et en fait, il est totalement compréhensible. Comment on va faire? Déjà, l'acidité, c'est la capacité qu'a une espèce à céder son proton, à le perdre. Mais quel proton, me direz-vous? Eh bien, celui-ci. L'hydrogène qui est là, ici et ici, c'est ce qu'on appelle un hydrogène labile. Il est lié à un atome électronégatif et cet hydrogène va être amené à quitter la molécule du fait de la différence d'électronégativité. Concrètement, l'oxygène ici, il exerce un effet inductif attracteur sur la liaison. Il va pouvoir ramener les électrons de l'hydrogène vers lui. C'est comme s'il tirait plus fort que l'hydrogène et donc il allait avoir une petite charge partielle delta-, tandis que l'hydrogène a une charge partielle delta+. Mais maintenant, comment peut-on déterminer quelle molécule est la plus acide? Pour ça, il va falloir que l'on regarde la stabilité de la base conjuguée. Une espèce acide, très acide, donc très forte, c'est une espèce qui va rapidement céder son proton. En l'occurrence, plus la forme acide est instable, plus elle va chercher à céder son proton rapidement, et si elle le fait, elle donne très rapidement lieu à la forme base conjuguée. Et inversement, plus la base est stable, plus l'espèce est acide, car on n'a pas envie de retourner à la forme acide, car si notre forme acide est stable, elle ne va jamais céder son proton. Elle n'a aucune raison de laisser partir son hydrogène si elle est stable. La raison pour laquelle un acide va céder son hydrogène, c'est qu'il est plus stable sans l'hydrogène, c'est-à-dire sous forme de base.
Donc ici, si on s'intéresse à notre première forme, on sait que cet hydrogène-là est amené à partir, mais il ne va pas le faire tout seul. Il faut qu'il y ait des effets qui s'exercent sur les liaisons pour l'amener à partir. Si on regarde un peu de plus près les différents effets électroniques dans notre molécule, on voit ici des atomes de fluor. On a 3 atomes de fluor et là, ça doit faire tilt dans votre tête. Le fluor, c'est un atome très électronégatif. En l'occurrence ici, le fluor va exercer un très fort effet inductif sur toutes les liaisons sigma qui l'entourent. Il va ici attirer les électrons du carbone à lui. Et cet effet, on a dit qu'il s'atténue au bout de 3 liaisons sigma. Là, on est à une liaison. Cet effet sera un petit peu atténué à ce niveau. Encore un peu ici. C'est-à-dire que on voit ici que le fluor va pouvoir attirer les électrons de cette liaison CO. En clair, il va tirer sur la liaison CO et c'est comme s'il volait les électrons de l'oxygène. De fait, il rend l'oxygène un peu plus positif. Il lui vole des charges moins, il les rapproche du fluor, donc l'oxygène perd des charges moins dans son environnement proche. Or, l'oxygène est un atome extrêmement électronégatif. Il a envie d'avoir des charges moins. Du coup, pour se venger, il va tirer encore plus fort sur notre pauvre atome d'hydrogène qui va qui va quitter la molécule bien plus rapidement. Du coup, si on cumule ça avec nos 3 autres atomes de fluor, on a un effet inductif extrêmement important qui s'exerce sur cette molécule et donc un hydrogène qui va partir très rapidement parce que l'oxygène est en train de céder partiellement des électrons au fluor, aux 3 fluors qui les attirent. De fait, pour se venger, il va tirer encore plus fort sur sa liaison avec le H. Ça, c'est la première chose. Cette molécule est très acide pour cette raison. On va voir qu'il y a une deuxième raison. On en parlera après dès qu'on aura vu le cas de la deuxième et de la troisième molécule. Donc pour la deuxième molécule, en l'occurrence ici, on n'a plus de fluor, on a uniquement un méthyle. Et le méthyle, on n'a pas d'histoire d'électronégativité. Ce n'est pas du tout un groupement inductif attracteur. L'électronégativité du carbone, elle est très faible, autour de 2,55. Donc ici, il n'est pas question de ça. En l'occurrence, il s'agit d'un effet inductif donneur. Pourquoi donneur? Parce que l'oxygène, c'est un atome électronégatif. Il va être capable d'attirer à lui les électrons sur cette liaison, mais aussi sur cette liaison. C'est-à-dire qu'il va récupérer les électrons que met à sa disposition le CH3 et assouvir partiellement sa soif d'électrons. De fait, il aura besoin de tirer moins fort sur notre pauvre hydrogène ici pour satisfaire sa soif d'électrons. Cette molécule est donc moins acide que la première car l'oxygène, plutôt que d'être déstabilisé par des fluors, il est plutôt ici stabilisé. On lui donne des électrons via le méthyle CH3 et ça stabilise l'oxygène qui lui a besoin de gagner plus d'électrons. On passe à notre troisième et dernière molécule et dans ce cas-là, on n'a plus de fluor, plus de CH3, mais cette fois un groupement OCH3. Et si on jette un œil aux électronégativités de nos atomes, on se rend compte que l'oxygène, encore une fois, c'est un atome électronégatif. Et dans ce cas-là, il va pouvoir exercer un effet inductif attracteur. Juste ici, là où cet atome d'oxygène exerce toujours un effet inductif attracteur ici sur l'hydrogène. Cependant, l'effet inductif attracteur de cet oxygène-là est beaucoup moins fort que l'effet inductif des fluors ici. Il va donc moins déstabiliser notre oxygène ici, de cette manière, ce qui va rendre cet oxygène-là moins acide que dans la molécule numéro 1 où les fluors tiraient encore plus fort que l'oxygène. De fait, si on essaye de raisonner en fonction du pK, on pourra affirmer que le pK de la molécule 1 est le plus faible des 3 parce que les fluors la rendent extrêmement acide en tirant sur la liaison CO, d'où la compensation par l'oxygène en tirant très fort sur la liaison OH pour gagner les électrons qu'il est en train de perdre à cause du fluor. Viendra ensuite la molécule 3 avec un pK un peu plus élevé car l'oxygène tire moins fort que les fluors. Et enfin, la molécule 2, on voit bien qu'ici, on a un groupement inductif donneur qui vient au contraire stabiliser notre forme acide en cédant des électrons à l'oxygène qui du coup n'aura pas besoin de se déprotoner pour donner une forme basique plus stable. Du coup, je vous avais parlé d'une deuxième caractéristique importante qui allait intervenir ici et c'est tout simplement l'effet mésomère. Ici, notre H vient de partir, c'est-à-dire que l'oxygène vient de tirer sur la liaison avec l'hydrogène. L'hydrogène s'en va, il va se faire solvater avec de l'eau sous forme d'ion H3O+, tout va bien. Ici, on a notre R, c'est-à-dire notre chaîne latérale. Et qu'advient-il de notre charge négative qui est juste ici? Eh bien, une charge, vous le savez, c'est instable. On va pouvoir délocaliser
notre doublet néoformé juste ici via un motif de conjugaison. On voit ici un motif pi sigma p. Je vous l'écris, pi sigma p avec p un doublet non liant délocalisable. Et ça aboutit à cette forme-là qui est sensiblement la même que la première, seulement la charge négative a changé de place. Au début, elle était sur cet oxygène, elle est maintenant ici. Et encore une fois, on va pouvoir délocaliser dans ce sens-là, puis ici, via le même motif pi sigma p. Et cette délocalisation incessante de la charge négative va tout simplement stabiliser la molécule parce que la charge n'est pas localisée, elle est justement délocalisée. En gros, elle se situe à peu près partout sur la molécule. On ne peut pas la figer à un endroit. Et ça stabilise fortement votre molécule, ce qui la rend plus acide. Et quoi de mieux que de terminer cette vidéo par l'aromaticité? Qu'est-ce que c'est que l'aromaticité? C'est M. Huckel qui nous donne ces 3 règles, qui nous permettent de définir si un cycle est aromatique ou non. Alors, la première règle, c'est que le cycle doit être plan. Qu'est-ce que ça veut dire le cycle plan? C'est-à-dire que l'ensemble des carbones qui le composent, des carbones ou des azotes par exemple ici, se doivent d'être hybridés sp2 et d'être surtout trigonal plan. Alors, petit tips pour essayer de calculer un peu plus vite la géométrie d'un carbone ou d'un azote, regardez simplement s'il y a une double liaison. Si notre atome est lié à une double liaison au cycle, ça veut dire qu'il est plan, tout simplement. Ensuite, on a la deuxième règle, délocalisable sans discontinuité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on doit repérer des motifs de conjugaison qui permettent de déplacer l'ensemble de nos doublets et qui se conjuguent sans discontinuité. Ici, on a liaison pi, liaison sigma, liaison pi, liaison sigma, et ce sur tout le cycle. Cela signifie que nos doublets peuvent se déplacer en permanence. En l'occurrence, notre cycle juste ici obéit à la deuxième règle de Huckel. Et enfin, la troisième règle, la plus compliquée parce qu'elle est un peu plus dure à cerner, c'est que chaque cycle doit être sous la forme 4n plus 2 électrons délocalisables. Alors ici, la difficulté, c'est de cerner qu'est-ce qu'un électron délocalisable. On a ici plusieurs électrons, donc on en a qui forment des cycles sigma, d'autres des cycles pi, et il faut se demander quels électrons peuvent se déplacer. On se souvient d'un truc, le squelette sigma ne se déplace jamais. Interdiction d'un doublet faisant partie d'une sigma de se déplacer. En revanche, les pi peuvent très bien former des liaisons pi ailleurs. Et c'est pourquoi, ici, on peut dénombrer 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons délocalisables. 6, ça se met bien sous la forme 4n plus 2, avec n égale à 1. On a donc, juste ici, un cycle aromatique. Et voilà, c'est comme ça, avec ces 3 règles, qu'on peut déterminer si un cycle est aromatique ou non. On va prendre un exemple juste à côté. Ici, on a, à vue d'œil, un double cycle. On va déterminer si ce cycle est un bicycle aromatique ou s'il n'en est pas, tout simplement. Alors, première règle, un cycle plan. Ici, assez facile pour tous les carbones de ce cycle, on a une liaison double, on peut directement les éliminer. Ici aussi, hop là, encore des liaisons doubles. La seule question qui se pose, c'est pour notre azote juste ici. Comment on va faire? De premier abord, on pourrait appliquer ALE et se dire que l'azote a 3 atomes voisins, un doublet non liant et qu'il est donc hybridé sp3 tétraédrique. Sauf que ce serait oublier notre conjugaison. En effet, qu'est-ce qu'on remarque juste ici? Pi, sigma, et un petit doublet non liant qui se trouve être délocalisable. Et donc, dans notre règle de conjugaison, lorsqu'on a une forme mésomère qui donne une géométrie plus plane, on va forcément l'appliquer. Donc en l'occurrence, ici, notre azote, il peut très bien prendre la forme. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? En l'occurrence, notre doublet d'électrons délocalisables P pur a réussi à former une liaison pi avec le carbone juste ici. Et c'est ainsi qu'on obtient une forme ALE, avec 3 atomes voisins et 0 doublet non liant. Donc ici, en réalité, notre atome d'azote est hybridé sp2 et est donc trigonal plan. Ok, ça c'était pour notre première règle de Huckel. La deuxième, c'est délocalisable sans discontinuité. Alors là, super simple, il suffit de vérifier. Est-ce qu'on a toujours en permanence des pi sigma pi dans à peu près tout? Et la seule occurrence où on n'a pas de pi sigma pi, c'est ici, où on a un P pur, un doublet délocalisable, qui fait partie des motifs de conjugaison. Donc ici, tout va bien, nos deux cycles sont délocalisables sans discontinuité. Enfin, dernière règle de Huckel, 4n plus 2 électrons délocalisables. Alors, ici, on va compter ensemble. Donc on a vu que les liaisons pi sont délocalisables, on a déjà 6 électrons. 6. D'autre part, on a 7, 8, juste ici, avec 2 électrons de la liaison pi. Maintenant, on va se poser des questions. Est-ce que l'oxygène qui rentre en compte ici, avec ces 2 doublets non liants, rentre en compte dans le cycle aromatique? La réponse est évidemment non. On observe que c'est totalement en dehors de cette forme géométrique. L'oxygène est totalement exclu. En revanche, on a tout à l'heure dit que le doublet non liant de l'azote peut rentrer pour former une liaison pi dans le cycle aromatique. On va donc compter ce doublet non liant
en tant qu'électron délocalisable, ce qui va nous rajouter encore 2 électrons, ici. Si on fait le compte, on a bien tout compris, observé tous nos atomes. On observe donc 6 plus 2 plus 2 égale 10 électrons délocalisables. Qu'est-ce qu'on observe juste ici? Que 10 électrons, c'est la forme 4n plus 2 avec n est égal à 2. On a donc ici un bicycle aromatique. Et voilà. Pourquoi bicycle? Parce que tout simplement, on a 2 cycles qui permettent une délocalisation en permanence, mais ce ne sont pas des cycles indépendants, c'est-à-dire que ce cycle-là, ne peut pas être aromatique sans le premier cycle. Et voilà, vous connaissez tout sur l'aromaticité des atomes. C'est la fin de cette vidéo, on va terminer par des petites anecdotes assez marrantes. Alors, il y a 3 jours, j'ai fait un shooting photo en slip. Moi, j'ai pris le dos pour une fille. Et moi, j'ai toujours pas commencé mes cours de P2. Voilà.